Bonjour à tous. Je voulais savoir s'il y a des gens ici qui ne développent pas. Levez la main. Oui, c'est tous développeurs. Ou vous savez tous coder au moins. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui développent en Java ou sur JVM? D'accord. C#? D'accord. Python? D'accord. Haskell? C'est plus dur là. Très bien. Scala d'ailleurs. Et Kotlin? Quelques personnes, merci. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces langages, en fait, on intègre la dernière évolution au niveau de la syntaxe des langages fait apparaître de plus en plus cette notion de programmation fonctionnelle. C'est aidé par des syntaxes comme une lambda expression, ou alors des facilités aussi au niveau des différents SDK. Et donc on voit ça avec ce qu'on a effectivement avec les dernières versions de Java, avec aussi ce qu'il y a à côté JavaScript. J'ai oublié de demander s'il y avait des gens qui programmaient en JavaScript ici. D'accord. Et puis, pareil, Kotlin, Rust aussi, et beaucoup d'autres langages. Ceci dit, toutes ces implémentations ne sont pas forcément égales. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, côté Java, en particulier Java 8, eh bien, pour avoir une meilleure expérience avec la programmation fonctionnelle, on va devoir chercher des API extérieures comme Vaveur. Je prends Vaveur en exemple. Côté JavaScript, eh bien, on va voir underscore loadage. Après, je ne suis pas très au fait s'il y a d'autres API de ce côté-là. Et même en ce cas-là, qui est censé être un langage fonctionnel assez avancé, eh bien, on va se retrouver avec des frameworks comme Scalasi, Cats, Shapeless, pour aller beaucoup plus loin en termes de programmation fonctionnelle que ce que permet de faire Scala à la base. Alors, ok, c'est très bien, mais jusqu'où est-ce que ça va tout ça? Comment comparer en fait un langage par rapport à un autre ou une implémentation par rapport à une autre? Est-ce que Java plus Vaveur égale à Scala? Mais du coup, Scala plus Scalasi, ça fait quoi? En fait, ce qui manque dans tout ça, c'est un cadre clair de ce qu'est la programmation fonctionnelle, voire même une définition fixe par rapport à tout ça. Malheureusement, il n'y a pas de définition vraiment précise de ce qu'est la programmation fonctionnelle. Dans le fond, c'est un paradigme. Et on rencontre plus ou moins le même problème quand on va du côté de la programmation impérative, du côté aussi de la programmation objet. On a une espèce de définition comme ça, mais quand on fout vraiment les choses, eh ben, on ne trouve pas de définition vraiment stable. Donc ce qu'on va faire ici, c'est non pas donner une définition, mais plutôt s'intéresser aux différents principes et caractéristiques qui permettent de dire, oui, ça c'est plutôt de la programmation fonctionnelle, voire de dire, c'est la programmation fonctionnelle, mais qui permet d'aller jusqu'à tel niveau d'adoption de ce style de programmation. Alors, je me présente, je m'appelle François Sarada, je suis membre d'Hypon Technologies, et en dehors de tout ce qui est marqué ici, oui, il y a marqué retourneur de cerveau aussi. En fait, ce que j'aime bien me répéter, c'est à partir du moment où je n'arrive pas à résoudre un problème, c'est peut-être que je me suis trompé de problème. Alors, hors de l'aspect un peu amusant de cette phrase, c'est une phrase en fait qui permet de me dire, voilà, à partir du moment où j'ai un souci, et si j'arrive pas à le résoudre, il y a peut-être un moment où il va falloir que je sorte la tête du guidon pour essayer de voir s'il n'y a pas ailleurs d'autres solutions possibles. C'est pour ça que j'apprécie en fait l'agilité, puisqu'il y a cette étape de la rétrospective qui permet effectivement de se poser des questions sur ce qu'on fait, la façon dont on travaille, et donc de chercher d'autres solutions ailleurs. Ce que j'apprécie aussi dans le software Craftmanship, et c'est ce que j'apprécie aussi dans la programmation fonctionnelle, parce que dans la programmation fonctionnelle, vous allez avoir quasiment toute une culture complètement différente par rapport à ce qu'on a d'habitude de développer quand on fait de la programmation objet ou de la programmation impérative. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir d'abord certains faits concernant l'AFP. On va voir aussi un petit peu quelle est son histoire. Et on va voir que c'est une histoire qui s'étend assez loin. Ensuite, on va aller plus sur voir ce qu'est la programmation fonctionnelle, quels sont ses principes, ses caractéristiques. Je vais faire une démo à ce moment-là pour voir petit à petit comment est-ce qu'on raisonne avec ce type de programmation. Et enfin, je vais m'étendre un peu sur comment est-ce que la programmation fonctionnelle peut intégrer vos projets,
quelle particularité est-ce qu'elle apporte au niveau des projets, ou qu'elle peut apporter. Savez-vous que la programmation fonctionnelle a une histoire quasiment aussi ancienne que l'informatique elle-même? Je me suis amusé à faire une frise ici, qui est à peu près à l'échelle, sur en fait l'histoire de la programmation fonctionnelle. Et on peut remonter comme ça jusqu'en 1936 avec la création du lambda calcul. Le lambda calcul, qu'est-ce que c'est? C'est un formalisme mathématique qui consiste à construire en fait des expressions mathématiques en utilisant uniquement que la notion de fonction. Et quand je parle de fonction, c'est aussi des notions de fonctions anonymes. Et tout est représenté sous forme de fonctions, même les nombres. Bien, le 0, en fait, c'est représenté par une fonction qui prend en paramètre une fonction et qui ne l'appelle pas. Le 1, c'est une fonction qui prend en paramètre une fonction et qui l'appelle une fois. Le 2 l'appelle 2 fois, le 3 l'appelle 3 fois, et ainsi de suite. À partir de ça, on peut définir des opérations d'arithmétique de base, comme l'addition. Et pour trouver le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc l'expression formée de tout ça, et on va la transformer, la réduire jusqu'à obtenir le résultat final. On peut aller plus loin, toujours, on peut représenter des booléens, les opérateurs sur les booléens, on peut représenter aussi les if. Donc la notion de branchement, la notion aussi de boucle, et on peut même représenter des boucles infinies. Bref, en fait, à travers le lambda calcul, on peut représenter tout ce que peut faire une machine. Et il y a une approche alternative qui est la machine de Turing pour représenter la même chose. Puis, il y a eu l'invention du premier ordinateur électronique, l'ENIAC, en 1945, la création du premier langage de haut niveau qui est Fortran, et en 1958, un chercheur nommé John McCarthy s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir de cette notion de lambda calcul et de l'appliquer dans le cadre d'un ordinateur? Et donc, il a créé un langage qui s'appelle Lisp, qui, en dehors du fait d'avoir beaucoup de parenthèses, reprend effectivement ces notions qui sont vues avec le lambda calcul. Et ça a créé toute une famille de langages qui perdurent encore aujourd'hui. En 1972, il y a un chercheur donc, qui a vu effectivement comment fonctionnait Lisp, mais s'est posé la question, ok, Lisp, il y a pas mal d'intérêt, il y a par contre quelque chose qui manque, c'est de vérifier si le programme qu'on produit va fonctionner. Et donc il a créé un langage, alors pour le coup qui a beaucoup moins de parenthèses, mais qui ressemble pas mal au langage qu'on connaît comme Camel ou Scala, et qui en fait va beaucoup se baser sur la notion de type. Le type servant en fait à vérifier la cohérence de vos programmes. Et tel que cette personne le disait elle-même, cette personne s'appelle Robin Milner, si je me rappelle bien, à partir du moment où ça compile, ça marche. Alors, c'est un peu exagéré, effectivement, mais c'était son point de vue. Le principe étant de vérifier que la compilation, on est au moins résolu, ou vérifier qu'il n'y a pas de bug technique. Je ne parle pas de bug fonctionnel, mais vraiment de bug technique. Pour ça, créer une nouvelle famille de langages, qui elle aussi perdure encore aujourd'hui. Et dans cette famille, en fait, il y a un langage particulier qui est Haskell. Haskell part du constat que, aussi bien dans Lisp que dans ML, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas ce qu'ils appellent purs. On verra la notion de pureté par la suite. Mais en gros, c'est tout ce qui est effet vis-à-vis de la machine. Les effets, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans un impératif, vous définissez votre programme comme un ensemble d'instructions. Et chacune des instructions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'état de votre système et fait une modification pour obtenir un nouvel état. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet. Mais le problème qu'on a avec les effets, ce sont les effets de bord. Ce sont des effets indésirables, des actions à distance. Et c'est souvent là se trouvent les bugs techniques. Donc, côté Haskell, les gens se sont dit, ok, on va faire en sorte de s'abstraire complètement de cette notion d'effet. Et donc, on va s'abstraire complètement de la façon dont la machine fonctionne. On va considérer ça comme une dépendance, et donc, on a un lâcher-prise total vis-à-vis de cette façon de fonctionner. Mais j'en reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et enfin, je parlerai assez rapidement d'une dernière famille qui est représentée par le langage Erlang. En fait, j'aurais du mal à décrire exactement les principes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un langage fonctionnel qui se base à la fois sur ce qui existe en termes de syntaxe par rapport à Prolog, par rapport à ML, et qui est basé sur la notion d'acteur.
notamment pour pouvoir représenter du calcul distribué. Et donc, une abstraction qui permet de faciliter la création de programmes pour des clusters notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je vais revenir un peu avant. Ce qu'il faut savoir, donc, là, vous avez l'histoire. Comment ça se passe actuellement? Eh bien, pendant très longtemps, la programmation fonctionnelle, en fait, est restée plus ou moins en marge du développement en entreprise. Voire à la marge de la marge, parce que même dans les milieux académiques, c'était considéré un petit peu comme une curiosité. Mais là, dernièrement, on commence à avoir une certaine popularité qui remonte donc de ce côté-là. Et on le voit notamment par le fait qu'au niveau recherche, les chercheurs sont de plus actifs dans ce domaine, et les conférences dans ce domaine, pareil, deviennent de plus en plus populaires. Ceci dit, quand je parle d'évolution marginale pour la programmation fonctionnelle, il y a quand même un certain nombre d'apports qui a été fait par la programmation fonctionnelle dans notre façon de développer actuellement. Le premier apport, qui est pas des moindres, c'est cette notion de if. Elle vient effectivement de Lisp. Alors, c'était pas écrit if directement dans Lisp, il y avait une autre façon de le représenter, mais l'idée d'avoir la possibilité de créer des branches d'exécution, eh bien, ça vient effectivement de Lisp. La notion de garbage collector aussi provient de Lisp. L'une des particularités de la programmation fonctionnelle, c'est de créer énormément de petits objets de petite taille avec une durée de vie relativement courte. Mais le problème, c'est qu'en termes de remplissage mémoire, c'est un peu un cauchemar. Surtout qu'en Lisp, on n'a pas forcément la possibilité de gérer aussi finement la mémoire qu'on pourrait le faire avec des langages comme C. Donc l'idée, c'est de passer sur un process à part qui va vérifier que les zones de mémoire ne sont plus utilisées et donc les effacer au fur et à mesure. La notion de générique, qu'on voit en Java qui est apparue à partir de la version 5 de Java, eh bien, c'était créé dans le cadre du langage ML. On appelle ça d'ailleurs des types paramétriques pour pouvoir donc représenter très finement ce qu'on peut mettre dans des collections notamment. L'inférence de type, c'est-à-dire la capacité de deviner le type résultant sur une expression, eh bien, si ça vient de ML, ça a été implémenté donc, plus tard, donc ça existe en Scala, ça existe aussi en Java sur les types génériques. Il arrive sur la partie générique à deviner ce que vous avez au niveau des expressions. La réflexion, ça vient d'un dérivé de Lisp, ça a été mis en place dans les années 80. Et l'aspect oriented programming, qui se base en fait sur la réflexion pour modulariser et séparer la notion d'aspect métier et d'aspect technique. Quand je parle d'aspect technique, c'est par exemple le fait de loguer, le fait de se connecter à distance à un autre service, ce genre de choses. Eh bien, ça a été mis en place, mis en place dans un dérivé de Lisp qui s'appelle Common Lisp, et ça a été ensuite porté dans le monde Java. Donc, il y a tout un ensemble d'apports par rapport à ces langages, par rapport au langage de programmation fonctionnelle. Et donc, ça a permis effectivement d'inspirer pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve maintenant dans les langages impératifs et objets. Mais qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? Quand vous cherchez un petit peu sur les blogs, quand vous regardez au niveau des langages et leur description, vous allez tomber sur des choses relativement simples. Ils vont vous décrire, voilà, map, ça fonctionne comme ça permet d'obtenir ça. Mais si vous allez sur des blogs un peu plus poussés, vous allez voir des nuages de mots vaguement compréhensifs. C'est-à-dire, si je parle de notions de fonction, ça devrait aller. Si je parle de map filter, c'est des notions normalement que vous connaissez plus ou moins. Mais si je commence à parler de monades, de monoïdes, bien, je pense que j'ai déjà perdu pas mal de monde. Je rappelle, monade, c'est un monoïde de la catégorie des endofoncteurs. Mais ça ne va pas forcément vous parler. Donc, effectivement, le souci qu'il y a avec la programmation fonctionnelle, le premier souci, c'est que comme c'est un paradigme différent, on part quasiment sur une culture différente. Ça peut comparer la culture que vous connaissez actuellement en France avec la culture en Chine. C'est vraiment d'autres façons de penser, c'est une histoire qui est propre, c'est d'autres termes utilisés, un vocabulaire propre. Donc, il y a effectivement un ticket d'entrée pour pouvoir se tourner vers la programmation fonctionnelle.
Mais on va essayer de voir quand même ce qu'on peut en tirer avec une petite démonstration. Donc pour ça, j'utilise l'éditeur IntelliJ qui a un plugin Scala. Ma démonstration, je la fais en Scala. Dans lequel, en fait, il y a une notion, ce qu'ils appellent worksheet. Worksheet, en fait, ça permet d'écrire des expressions et d'avoir une évaluation directe de ce que ça fait. Par exemple, si je mets ici 1 plus 1, hop, il le compile directement, et j'ai un résultat, il me dit, voilà, j'obtiens 2 de ce côté-là, et c'est un entier. D'accord ? On peut le faire sur quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple, je génère une liste. Ça va, vous voyez ? Je mets 3 éléments dedans. Hop. Par référence de type, il est capable de déterminer effectivement qu'il s'agit d'une liste, qu'elle contient uniquement des entiers. Et j'ai donc le résultat qui apparaît de ce côté-ci. L'un des points intéressants aussi en programmation fonctionnelle, j'ai montré le terme tout à l'heure, je n'ai pas forcément insisté, c'est la notion de transparence référentielle. Je vais expliquer. Je parle d'une expression comme ceci, mais je répète un certain nombre de fois avec un opérateur spécifique. Le triple double point, c'est en fait la concaténation de listes, tout simplement. Donc là, j'ai concaténé 3 fois la même liste. Et en transparence référentielle, ça dit quoi? Ça dit que dans une expression, si j'ai quelque chose qui se répète, cette répétition, je peux l'embarquer dans une variable, et à ce moment-là, je suis censé avoir le même comportement. Donc ça veut dire que si je prends cette expression-là, que je la mets dans une variable, je remplace les 3 valeurs donc comme ceci. Alors ça, je vais faire comme ça. Eh bien, j'ai effectivement le même résultat. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à partir du moment où on a cette notion d'effet. Il y a un problème avec l'effet, c'est qu'on en a besoin. Ne serait-ce que pour avoir des interactions avec le système ou des interactions avec l'utilisateur. Et les effets, on commence à poser problème à partir du moment où soit on génère ces effets, par exemple, imaginez une fonction qui fait le café, mais qui envoie un missile en même temps. C'est un effet assez perturbant. Mais aussi dans le cas où on observe cet effet. Par exemple, si je fais un new date, hop, comme ceci, donc je l'appelle une fois, j'obtiens une date. Mais si je relance ma feuille de calcul, j'obtiens une date différente. Donc là, on est capable d'observer un effet. Et on a la même chose avec tout ce qui est random. Je prends une valeur aléatoire entre 0 et 100. Effectivement, c'est le résultat que j'obtiens. Si je la répète un certain nombre de fois, ben effectivement, j'ai des valeurs différentes. Il y a une notion aussi importante en programmation fonctionnelle qui est l'idempotence. C'est qu'une fonction est censée retourner tout le temps la même valeur pour peu qu'on lui passe le même paramètre. Or, ce n'est pas ce qu'on a ici. Mais malgré ça, c'est quand même un comportement qu'on souhaite obtenir. Alors, comment faire pour pallier ça? Ce que je vais faire, c'est déjà mettre tout ça dans une expression pour montrer que eh bien, c'est potentiellement problématique quand on applique ensuite les principes de programmation fonctionnelle. Donc là, j'ai une liste dans laquelle je génère 3 valeurs aléatoires. Si j'applique le principe de transparence référentielle, je suis censé être capable de faire quelque chose comme ça, de remplacer ces 3 occurrences que j'appelle au hasard rendre. Mais effectivement, on n'a plus le résultat escompté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Eh bien, cet effet, on va faire en sorte qu'il soit déclenché au dernier moment. Et ce qu'on va mettre dans la liste, c'est quelque chose sur laquelle on va avoir la capacité de déclencher un effet. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ensuite va exécuter le next int de 100. Donc j'obtiens un truc un peu bizarre, qui est une liste de fonctions qui me retourne un int. Mais ensuite, pour pouvoir exploiter ça, donc ce que je vais faire d'abord, c'est mettre ça dans une variable que je vais appeler randList.
Et pour pouvoir utiliser ça, eh bien, je vais parcourir chaque élément de cette liste et appliquer la fonction représentée par chacun des éléments. Donc, je fais un map pour parcourir cette liste. Je récupère la fonction qui se trouve à l'intérieur au niveau de chaque élément, et j'appelle la fonction qui est dedans. Et donc, je finis par avoir le résultat voulu. Ça marche plutôt pas mal. Donc, on va partir en fait sur cette idée. C'est de séparer une zone dans laquelle on n'a plus aucun effet, ce qui va nous permettre de vérifier, en fait, déjà, donc, faire en sorte d'avoir tous ces principes de programmation fonctionnelle mis en place, qui va nous donner accès à des notions de factorisation notamment, de travail de code dans tous les sens, et comme il n'y a pas d'effet, eh bien, on va pouvoir pousser plus loin l'utilisation du type checking pour s'assurer que la cohérence est toujours bonne au niveau du code. Et au dernier moment, eh bien, on déclenche les effets. Il y a quand même un souci dont j'ai commencé à parler ici, c'est cette liste de parenthèses flèche int, qui n'est pas très beau, et qui ne dit rien du tout en fait. Ça me dit, ouais, je récupère un entier, mais ça ne me dit pas que ça me permet de récupérer un entier aléatoire. Alors j'ai créé pour ça un type que j'ai appelé arbitrary. Arbitrary, sur lequel j'ai une notion plus ou moins équivalente, qui permet de générer des valeurs entre 0 et 100, ça me permet d'obtenir un arbitrary d'entier. Je pourrais très bien dire, généralement, plutôt des chaînes de caractères aléatoires, il me dirait, j'aurais un arbitrary de string. Donc, je peux partir de ça, je mets ça dans une variable, int, et ensuite, je vais générer une liste à partir de ça. Hop, int un certain nombre de fois. Voilà. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'arbitrary de int 100, ça me met en place un effet sans forcément l'exécuter tout de suite. On est un peu dans le même cas que ma liste de rand. Et quand je fais ma liste arbitrary de int, c'est une liste d'entiers, enfin c'est une liste plutôt d'arbitrary de int, donc c'est une liste d'entiers qui vont être générés aléatoirement à partir du moment où je déclencherai ces effets. Et pour déclencher les effets dessus, alors je vais mettre ça d'abord dans une variable, liste d'arbitrary plutôt. Eh bien, je vais partir de la même façon sur le fait de parcourir chaque élément un par un, de récupérer pour chaque élément donc l'arbitrary et d'appeler une fonction que j'ai appelée choose en fait, qui permet de choisir, de demander à l'arbitrary de choisir un entier parmi la contrainte que je lui ai imposée. Et ça, de la même façon, je peux l'exécuter un certain nombre de fois et j'obtiens effectivement le résultat voulu. La particularité ici, c'est que l'arbitrary, je l'ai codé d'une certaine façon que je peux exprimer des choses que je ne pouvais pas forcément exprimer avec le rendu ici. Je vais m'exprimer. Là, ici, donc, j'ai un arbitrary de int. À ce niveau-là, j'ai une liste d'arbitrary de int. Une liste d'arbitrary de int, pour exprimer en français, c'est une liste de valeurs générées, enfin d'entiers générés aléatoirement. Peut-être qu'il y a moyen de retourner un peu les choses et donc de se dire qu'une liste de valeurs générées aléatoirement, c'est la même chose que générer aléatoirement une liste de valeurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Je peux la refaire si vous voulez. C'est-à-dire, alors pour ça, j'ai fait appel à quelques amis, on va dire. Hop. Et on a ça effectivement avec le framework dont j'avais parlé au début, Scalasi, et une certaine façon de coder ensuite au niveau d'arbitrary, ce qui va me permettre de faire appel au niveau de liste arbitrary, à une fonction qui s'appelle séquence. Voilà. Si je récupère ça au niveau d'une variable, que je vais appeler, alors c'était liste arbitrary, donc ça va être un arbitrary de liste. Et on va vérifier qu'au niveau du type, eh bien, on a retourné un peu les choses. On part d'une liste d'arbitrary pour obtenir un arbitrary de liste. En français, ça fait, je pars d'une liste de valeurs générées aléatoirement pour obtenir une liste de valeurs générées aléatoirement.
Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler choose dessus plutôt que de faire un map choose. Je me suis trompé. C'est la liste que j'essaie de récupérer. Voilà. Donc, l'avantage que j'ai ici, déjà, premièrement, par rapport à mes fonctions que j'avais auparavant, c'est qu'avec cette notion d'arbitrary, de type arbitrary, j'exprime plus clairement ce que je veux obtenir. Donc, je suis capable de spécifier avec les types, j'ai vraiment une spécification technique de ce que va faire mon code. D'accord ? Et comme au niveau d'arbitrary, en fait, il y a un certain nombre de propriétés que je peux vérifier, je vais pouvoir appeler dessus certaines fonctions relativement magiques, on va dire, qui vont pouvoir qui vont pouvoir en fait me rapprocher d'autant plus de ce que peut exprimer le métier. Il y a souvent certaines choses qui sont exprimées au niveau métier qu'on ne peut pas exprimer parce qu'en fait on n'a pas les opérations qu'il faut. Mais au niveau de la programmation fonctionnelle, surtout quand on le pousse à certains niveaux, on va pouvoir s'en rapprocher d'autant plus. Une chose qu'on peut faire avec cette notion de séquence notamment, et l'avantage qu'elle a, c'est par exemple quand vous avez une liste de futurs. Je rappelle, le futur, c'est en fait un appel asynchrone pour obtenir un certain résultat. Sauf qu'on arrive souvent à un moment où ces appels asynchrones, il faut les synchroniser. On a besoin d'un point de synchronisation. Avec séquence, on peut partir donc de cette liste de futurs pour obtenir un futur de liste, avec les valeurs fournies au final. Et donc ça, c'est effectivement un avantage. Donc on part en fait d'une abstraction qui est assez haut niveau pour pouvoir exprimer plus facilement certaines choses. Je vais partir d'un autre exemple ici, juste à parcourir. Je vais d'abord commencer par montrer ce que ça fait. En fait, c'est une application web développée avec deux frameworks qui poussent assez loin à la programmation fonctionnelle, qui sont HTTP4S, donc plus la partie framework web, et Doobie, qui est plus la partie connexion à la base de données, puisque en fait j'ai quelque part, si je ne me trompe pas, j'ai lancé donc dans un Docker une base Postgre ici, et si je me connecte au site, voilà, j'ai plein de gens effectivement qui apprécient Codeur en scène. Je ne sais pas si on le voit très bien par contre. Voilà. Et là-dessus, j'ai un certain nombre de choses que je peux faire. Je peux récupérer juste une personne en particulier. Je peux compter le nombre de personnes qu'il y a dans ma base de données. Voilà. Et ainsi de suite. Après ça, c'est du JSON, mais c'est mis en forme par Firefox. Mais en fait, ce qu'on a, c'est quelque chose comme ça. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, je pars d'une application, qui est une application en fait en streaming pour représenter en fait le fait que c'est appelé en flux par rapport à des requêtes. La première chose qu'on fait, c'est d'abord déclarer une connexion à la base de données. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? C'est en fait toutes les informations de connexion, le driver, l'URL de la connexion, les informations sur l'utilisateur pour se connecter à la base de données, et ainsi de suite. Après, je déclare un repository, donc la partie DAO pour exagérer, que je passe ensuite en paramètre au niveau d'une implémentation de service, et que je passe ensuite en paramètre à une implémentation de mon contrôleur. Et là-dessus, je démarre un serveur. Le contrôleur, en fait, je vais me baser sur un DSL pour représenter le fait que je reçois des requêtes selon un certain motif et ensuite appliquer dessus, sur le motif, un traitement spécifique. Quand je fais appel, par exemple ici, à personne, donc je parle de /personne, je vais récupérer l'ensemble des personnes disponibles dans ma base de données, appliquer une transformation pour convertir le résultat sous forme HTML et répondre en disant « Ok, voilà, tu récupères donc cette personne, tu récupères plutôt le contenu HTML et tu me l'affiches au niveau du navigateur. » Il y a un unsafe perform 5. Pourquoi? Parce que ce qui est retourné par le getPerson,
c'est une tâche. Une tâche, c'est quoi? Pardon, excuse-moi. C'est un peu l'équivalent d'un futur, sauf que autant le futur, c'est quelque chose qui va se déclencher tout de suite. La tâche, c'est quelque chose, c'est un type qu'on va pouvoir déclencher quand on veut, avec cette opération onSavePerform. Et là, ce que je dis, c'est que ce déclenchement, je le fais à partir du moment où je suis sûr que je vais afficher mon résultat. Mais comment ça se passe derrière? En fait, donc getPerson, donc on voit effectivement ici que ça retourne liste de personnes. Dans le cas où j'ai juste une seule personne à retourner, parce que quand j'ai donné un identifiant précis, eh bien j'envoie une option de personne, une option pour indiquer que si je me trompe d'ID, potentiellement je ne verrai rien retourner. Et derrière, donc, en termes d'implémentation, c'est un peu un place-plat vis-à-vis du person repository pour récupérer les éléments. Et à ce niveau-là, on retrouve aussi encore cette notion de tâche. Mais ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que getPerson, alors je pensais au pluriel, getPerson en fait fait appel à un truc qui s'appelle donc Person Repository Connection, sur lequel j'ai une autre fonction qui s'appelle getPerson, bien sûr. Mais cette fois, on sort de l'aspect tâche et on va sur cet aspect connexion I/O. Qu'est-ce que c'est en fait? Ici, je prépare en fait une requête SQL qui derrière va attendre la connexion à une base de données. D'accord? Je la prépare en donnant effectivement des détails sur la requête, en indiquant que cette requête est censée retourner ensuite des entités de type personne et sous forme de liste. D'accord? Et quand on va au niveau de l'appelant, ici, avec cette opération, en fait, je fournis le XA qui est un transacteur, donc qui représente la connexion à la base de données, et c'est à partir du moment où j'ai récupéré cette connexion à la base de données que je sors de ce contexte de connexion I/O pour passer au contexte de tâche. Avec en fait cette notion de type, on va pouvoir représenter à quel niveau on est au niveau des couches de l'architecture. Quand je suis au niveau connexion I/O, je suis au plus près de la base de données, donc j'ai plutôt un aspect très technique de la relation vis-à-vis de ma base de données. Quand je suis avec des types comme tâche, je représente le fait que cette fois je suis plutôt au niveau plus proche de la partie service. Et l'avantage que j'ai ici, c'est que cette notion de tâche, je peux la générer de n'importe quelle manière. Je ne suis pas obligé de passer forcément par une connexion à la base de données. Je peux très bien la générer avec des opérations qui sont spécifiques, comme il y a une opération qui s'appelle TâcheNao, qui permet de lancer un traitement sans avoir besoin de passer par une connexion. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus plus longuement. Je vais que vous perdre sinon. Et je vais résumer en fait les principes qu'on a vus, plus rajouter deux autres en particulier. Tout d'abord, donc, au niveau de la programmation fonctionnelle, parmi les principes qu'il y en a, en fait, c'est cette notion de fonction qui est assez importante. Et la fonction, ce qu'on dit souvent en programmation fonctionnelle, c'est que la fonction est first class citizen. En fait, on considère la fonction comme une valeur comme une autre. On peut l'affecter à une variable, on peut la passer en paramètre à une autre fonction, ou faire en sorte d'avoir une fonction qui retourne une autre fonction. Les fonctions sont totales. Après, oui, elles retournent forcément une valeur pour toutes les valeurs qui sont définies en entrée. C'est-à-dire qu'on sort complètement de l'aspect exception. A priori, en programmation fonctionnelle, on ne se repart d'exception. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un type, on a le choix entre options, un autre type qui s'appelle try, un autre qui s'appelle validation, etc., pour représenter le fait que potentiellement on peut avoir un problème au niveau de la fonction. Et pourquoi on n'aime pas aussi cette notion d'exception, c'est parce que en fait, ça nous rend d'autant plus dépendants vis-à-vis du fonctionnement de la machine. Et on casse effectivement tout cet aspect contrôle de flux par les expressions. J'ai parlé de transparence référentielle. Il y a une notion de composition qui est assez importante aussi en programmation fonctionnelle. Le principe, c'est de composer quasiment tout et n'importe quoi, pour peu que ça fasse du sens. À partir du moment où ça n'a pas de sens, du coup, en principe, c'est censé être repéré par le compilateur. Genre, composer
composer une adresse avec un user, vous avez une fonction comme ça, sauf s'il intègre l'un à l'autre, mais si vous cherchez à composer ça, eh bien, ça va être détecté, et donc ça va être monté en erreur à la compilation. Il y a aussi la notion d'évaluation non stricte. Eh bien, ça, c'est ce qui est représenté par ce que j'appelle le fait de séparer la zone sans effet et la zone avec effet. C'est-à-dire qu'en fait, on encapsule les effets en faisant en sorte qu'ils ne soient pas exécutés tout de suite, et c'est seulement au dernier moment, ou au moment où on considère comme étant le plus pratique, qu'on va exécuter ces effets. Les conséquences par rapport à tout ça, eh bien, ça permet effectivement d'avoir, on rend les dépendances plus explicites. Tout ce qui est dépendance, en fait, ça apparaît comme sous forme de paramètres en programmation fonctionnelle. Et ça, c'est un point assez important là-dessus. Mais comme on représente toutes les dépendances sous forme de paramètres, eh bien, on va augmenter la testabilité du code, puisqu'on va pouvoir remplacer les paramètres par autre chose. A priori, on fait en sorte que rien ne soit inscrit en dur. J'ai parlé de vérification de la cohérence à travers les types. Il y a aussi la capacité d'avoir du code plus expressif, plus lisible, et la mise en place de DSL. Je ne dis pas que c'est une garantie. Il y a la possibilité d'écrire du code peu lisible en programmation fonctionnelle, malheureusement. Mais d'un autre côté, le fait de passer par le tout valeur, même les fonctions étant des valeurs, eh bien, ça facilite la création de code beaucoup plus lisible et compact aussi. Et enfin, on se retrouve avec des abstractions qui permettent de gérer plus facilement la concurrence et tout ce qui est asynchrone. En fait, de manière quasiment transparente pour l'utilisateur. Je me suis amusé ici à faire une comparaison trouver une métaphore plutôt pour comparer l'impératif, la programmation objet et la programmation fonctionnelle. Pour moi, ça ressemble un peu à ça. Pour moi, l'impératif, c'est plus le jeu de dames. L'objet, c'est plus le jeu d'échecs. Alors pourquoi effectivement on passe plus ou moins sur les mêmes règles et le même damier, à ceci près où dans le jeu de dames les choses sont un peu plus simples. Par contre, côté programmation objet, on se retrouve avec des pièces différenciées, chacune a son comportement, mais il y a aussi cet aspect multipliabilité, on bouge les choses. Et pour l'AFP, je compare plutôt au jeu de Go. On a du coup un plateau un peu plus étendu en termes de nombre de cases. D'ailleurs, on ne s'intéresse pas vraiment aux cases, mais plus au croisement. Et à partir du moment où on pose une pierre, elle ne bouge plus. Mais toute la dynamique se fait sur la façon dont on compose les pierres les unes par rapport aux autres pour définir des territoires. Et bien sûr, la CRSR va essayer de vous prendre votre territoire d'une manière ou d'une autre, tout en restant sur cet aspect immutabilité. Mais venons-en au projet, au propre projet. Comment est-ce que la programmation fonctionnelle peut intervenir dedans? Et comment est-ce qu'elle intervient? Quand on regarde un peu l'histoire de l'informatique, sans arrêt, eh bien, on va vers de nouvelles ambitions. Les dernières ambitions actuellement, c'est le marketing digital, le fait d'avoir de nouvelles réglementations comme la GDPR ou le BCBS 239 dans le monde du risque bancaire. Vous avez aussi tout ce qui est détection de fraude, le fait d'être de plus en plus time to market. Et pour répondre à ça, en fait, il y a trois axes. Vous avez l'axe infrastructure, le fait d'avoir des machines avec des capacités beaucoup plus évoluées que ce qu'on avait auparavant, le fait d'avoir des clusters, l'informatique cloud, la mobilité, l'IoT. Au niveau conception et développement, eh bien, on a tout cet aspect big data, on a la possibilité de composer soit avec des microservices, avec des architectures diagonales, l'event sourcing, etc., etc. Et puis, au niveau management, eh bien, il y a ce qui est apporté par l'agilité pour être d'autant plus efficace sur les projets. Bien évidemment, la programmation fonctionnelle va surtout intervenir au niveau de la conception et du développement. Mais le fait de pouvoir abstraire l'infrastructure, eh bien, va rendre beaucoup plus simple le fait de gérer un cluster. Je pense à Spark avec la notion de RDD notamment. Donc, ça apporte une utilisation au niveau de l'infrastructure. Mais aussi le fait d'avoir un code plus concis, plus facile à vérifier, le fait de pouvoir mettre en place des DSL, ça apporte des optimisations sur la façon dont on va développer et potentiellement plus d'aisance au niveau management. Alors tout n'est pas parfait, bien sûr, en programmation fonctionnelle, et il y a des cas où ça n'est pas adapté, notamment sur des machines qui ont peu de ressources, notamment si ces ressources sont mal optimisées, ou alors quand il y a vraiment une recherche de performance pure. Il y a des langages qui ne sont pas adaptés non plus.
Si vous êtes débutant au niveau fonctionnel, eh bien, comme je disais au début, il y a toute une culture à apprendre. Et c'est assez compliqué. L'un des points qui pêche, sur lequel pêche la programmation fonctionnelle, c'est le fait de trouver les bons use cases. C'est difficile de trouver des use cases, en fait, qui soient vraiment parlants pour tous les développeurs. Et ça nécessite, en fait, du temps, de se lancer un petit peu de temps à autre sur des fonctionnalités de la programmation fonctionnelle pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et l'autre problème, c'est que des fois, il y a des gens qui pensent avoir compris des concepts, mais qui nous emmènent sur des chemins qui ne sont pas vraiment ceux de la programmation fonctionnelle. Il y a pas mal de gens qui disent qu'une monade, c'est plutôt une boîte, alors que ça n'en est pas. J'ai donné une définition déjà au début, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Et puis, au niveau expert, il y a des choses qui ne sont pas facilitées. Ça arrive que certains écrivent ce que j'appelle du code write-only. C'est du code que vous écrivez une fois, mais si vous tournez un petit peu les yeux, vous revenez dessus, vous avez du mal à relire et vous êtes obligé de réécrire. Il y a façon de rendre le code plus lisible, tout au moins, avec cette notion de transport référentiel et le fait d'introduire des variables au fur et à mesure des étapes des calculs. L'autre problème, c'est la partie debug. Le debugging, c'est plutôt adapté à la programmation impérative. Dans la programmation fonctionnelle, comme toute expression représentée par des fonctions, c'est plus compliqué. Ceci dit, il y a des alternatives. Le fait d'utiliser, comme on a vu le worksheet ici, ce que j'appelle le REPL. Il y a des représentations visuelles possibles, notamment au niveau des streams. Vous avez ça dans la TJ. Et puis, vous avez le bon vieux print, qui est pas mal. Je terminerai en fait par une citation de Dijkstra. Je ne sais pas si vous connaissez Dijkstra. Je rappelle donc que c'est parmi des grands pionniers de l'informatique. Il a eu le prix Alan Turing en 1972, dans lequel en fait il a fait un discours qu'il a appelé The Humble Programmer. Et en fait, il décrit Lisp, qui était considéré actuellement à l'époque comme l'un des seuls langages de programmation fonctionnelle. Il a souvent été décrit effectivement comme la façon la plus intelligente de utiliser un ordinateur. Mais son point de vue, c'est que c'est plutôt tout à son honneur, puisqu'il a permis parmi les personnes les plus douées, de penser des choses qu'on ne pouvait pas forcément penser. Donc il y a tout un aspect liberté derrière tout ça. Et effectivement, c'est ce que je vois en fait au niveau de la programmation fonctionnelle, ce que j'apprécie beaucoup. Et dans les moments où je ne peux pas forcément l'appliquer, c'est le fait d'avoir ces cultures et de regarder ce que je peux faire en Java, ça permet de voir un petit peu autrement les problèmes. Voilà, je vous remercie beaucoup.